et messieurs, merci à tous pour votre accueil et merci à tous ceux qui permettent et rendent possible l'organisation de ces belles controverses de Descartes. Je remercie aussi tous les fidèles de ces controverses, qui est un très bel événement annuel pour prendre du recul par rapport au tumulte du monde, et je crois qu'on en a tous et tous plus que jamais besoin. Alors cette année, les controverses, je crois, traversent les continents, et je salue donc les auditeurs qui assistent à distance depuis le Maroc, m'a-t-on dit. La réflexion n'est jamais aussi précieuse que lorsqu'elle est partagée au-delà de nos frontières. La controverse, on se doit de le rappeler, dans ce lieu éminent de la pensée intellectuelle qu'est le grand amphithéâtre et qu'est la Sorbonne, c'est la base de notre société démocratique, contrairement à la polémique qui produit des ruptures, qui ouvre de nouveaux problèmes et qui est bien souvent choisie par nos contemporains. La controverse nous permet d'éviter la gabegie de la petite formule, de préfigurer les grands changements sociaux en devenir. Il est donc tout à fait essentiel de retrouver ce temps apaisé de l'écoute, de l'échange, de la confrontation égale des idées. En somme, l'idéal de la disputatio scolastique de l'université dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En ces temps particulièrement violents que nous traversons, nous avons rarement autant eu le besoin d'apprendre à former des esprits et des citoyens. Alors, quel plus bel endroit que notre Sorbonne pour le faire. La disputatio faisait statutairement partie de la tâche du maître. Le jour où elle était fixée, les cours étaient supprimés et tous les étudiants devaient être présents. Et il me plaît à penser qu'ils se sont intéressés à cette question fondamentale: qu'y a-t-il au commencement de la pensée? Et il y a encore et toujours la curiosité, l'envie, le besoin, la passion, l'élan, la motivation, l'appétit, le désir. Le désir, il y a là plus que pour les autres mots une vérité intime, vous le savez, pour la connaissance, désir de savoir, de chercher, de partager, d'apprendre. Et c'est le sujet qui vous a occupé aujourd'hui, par la pédagogie différenciée avec Philippe Mérieux, que je salue, par la singularité avec Bruno Germain, par l'intelligence artificielle avec Vanda Luongo, par la psychologie cognitive avec André Tricot. En somme, vous avez ajouté au débat presque vieux comme le monde comment attiser le désir d'apprendre, de Kant à Rousseau jusqu'à Bachelard et Piaget. C'est bien l'une des clés en matière d'éducation. Et ce désir d'apprendre, il fait face à de nombreux défis aujourd'hui. Comme le rappelle Alain Bentolila, si l'école a réussi sa massification, et ça c'est indéniable, du côté de la démocratisation, encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors on connaît trop tous les constats, mais je les rappelle tout de même. Depuis 2002, le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves de 15 ans a augmenté de 33%. La France est le pays de l'OCDE dont les performances des élèves sont les plus fortement déterminées par l'origine sociale. Et 95 000 jeunes sortent encore chaque année de notre système sans qualification. Alors, je ne veux pas ajouter au pessimisme de l'actualité. Je crois malgré tout qu'il y a des raisons d'être optimiste, particulièrement en matière éducative, où nous avons collectivement toutes les clés pour réussir. Vous le savez, à Paris, nous avons fortement favorisé depuis 3 ans la mixité sociale et scolaire au sein de l'académie. Et pourtant, en 2020, elle était la plus ségrégée de France. Je pense bien sûr à la réforme Affelnet, en modifiant l'affectation des collégiens selon leur indice de position sociale. La ségrégation scolaire a diminué de 30% pour les lycées publics. La ségrégation sociale était supérieure de 15% à la moyenne nationale. Elle est devenue inférieure de 26% à cette moyenne. Et vous pourriez dire,
c'était moi qui le disais que ce serait sujet à caution, mais c'est Julien Grenet qui le dit, qui l'affirme et qui l'étaye avec toutes les données que l'Académie de Paris lui donne par convention. Alors oui, tout n'est pas parfait, oui, beaucoup reste à faire, oui, il y a quelques critiques tout à fait entendables, mais cet exemple nous montre que la volonté d'une académie, avec ses cadres et ses professeurs d'agir, nous permet d'obtenir rapidement des résultats qui vont dans le bon sens. Je voudrais ensuite partager avec vous cette intime conviction que nous sommes en train de passer d'un modèle fondé sur la sélection d'une petite élite à un modèle qui doit multiplier d'une certaine façon l'élite. Nous vivons, je le crois, la fin de cette école du tri qui nous prive de talent et tout l'enjeu aujourd'hui pour les professeurs, pour l'école, pour la société, c'est de savoir repérer tous les talents et les élever dans une logique de rassemblement et non d'exclusion. Et je ne dis pas cela parce que je voudrais critiquer un système qui a autrefois fait ses preuves. Je dis cela parce que l'évolution de la société nous y contraint. Et nous sommes à la fin du modèle de l'ingénieur Bertin, à la fin du modèle d'une société qui se contentait d'avoir une toute petite élite pour gouverner et pour créer les conditions de la société. Aujourd'hui, les bouleversements sont tels que ce modèle-là, il ne répond plus à ces attentes. Et j'en veux pour preuve, dans ce grand amphithéâtre qui a célébré le jubilé de Pasteur en présence du président de la République d'époque et de tous les corps constitués, que le pays de Pasteur n'a pas été capable de créer un vaccin au moment de la pandémie, alors qu'on avait des industries très brillantes, un institut qui porte son nom. Mais je crois que c'est parce que le modèle de l'élitisme forcené de la société française et de la société éducative française est arrivé en quelque sorte au terme de ce qu'elle pouvait faire et que les prix Nobel sont désormais des équipes, ce ne sont plus des individus et qu'il faut donc que notre modèle de société, notre modèle éducatif en tire les conséquences. Les bouleversements démocratiques sont aussi tout à fait sont des défis considérables à relever. On le voit, lorsque le fossé des inégalités s'accroît, le populisme renaît très facilement. Or, notre République, ne l'oublions jamais, notre démocratie vit sur le présupposé d'un citoyen éclairé, critique, autonome. Et c'est une donnée, c'est même un combat que l'on doit se rappeler à des moments où la démocratie est chahutée dans le monde. Les bouleversements géopolitiques nous le rappellent aussi. La guerre revient en force sur le continent européen, au Proche-Orient, peut-être en Extrême-Orient. Les modèles entrent en concurrence d'une certaine façon, entre États-nations, mais aussi entre États et culture, entre États et religion. Le repli, l'ignorance peuvent accroître cette concurrence et cette multipolarité. Or, dans notre pays, dans notre continent, nous connaissons un pare-feu qui a été un puissant effet contre le repli. Je parle à l'universalisme de notre modèle et que la République sert. Et n'oublions jamais que notre éducation nationale, notre école, notre institution scolaire, c'est le creuset de cet universel. Alors, à l'école, le désir d'apprendre, ça doit plus que jamais être celui d'aller vers l'autre. Des bouleversements technologiques qui sont vertigineux pour des gens de ma génération. OpenAI, la société qui édite le fameux ChatGPT, revendique 100 millions d'utilisateurs uniques par mois. Elon Musk vient d'annoncer le lancement de sa propre intelligence artificielle conversationnelle.
Jusqu'à présent, nous n'avions qu'à chercher le faux sur Internet. Dorénavant, nous chercherons peut-être davantage le vrai. Et c'est là une réflexion au cœur de l'université, au cœur de l'école, et la manipulation, sont plus que jamais en proie à la facilité face au désir d'apprendre. Les outils de rupture sont bien présents et il faut qu'on s'y adapte. Bouleversement anthropologique, bref, nous avons à réinventer le modèle éducatif, concevoir l'éducation pour répondre à ces différents défis, tout en conservant notre logique qui est celle de l'humanisme, de la paideia, mais une paideia non pas au sens élitiste et aristocratique de l'origine, une paideia pour tous, c'est ça le défi démocratique. Alors pour susciter encore et toujours ce désir d'apprendre, il faut qu'on se souvienne que nous, les professeurs, les éducateurs, les parents, nous devons toujours lutter pour notre modèle, qui n'est jamais acquis, le transmettre, être dans le sentiment d'appartenance du commun, faire société, alors que tout est là pour que la fragmentation soit présente. Et je suis particulièrement saisi quand je vais dans les classes, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, par ces risques de fragmentation qui sont jusque dans nos écoles présents. Plus que jamais donc, nous devons faire en sorte à l'école que les individus se parlent, que la carte scolaire mélange, mixte les publics, sans renoncer à l'exigence, comme vous le disiez, je crois, monsieur, qui est essentielle. L'ambition, elle doit être partout, l'ambition intellectuelle, la stimulation intellectuelle des enfants, particulièrement dans les milieux modestes où parfois les parents n'ont pas le loisir de stimuler suffisamment leurs enfants. Donc éviter toutes les tentations démagogiques, éviter tout comportement de complaisance, être les héritiers de cet humanisme exigeant avec les grandes figures qui nous entourent, et ce dès l'école maternelle, une étape tout à fait essentielle, plus que jamais, pour faire société. Une école maternelle qu'il ne faut pas renvoyer toujours à sa création, à ces figures tutélaires qui peuvent nous faire peur et qui sont aujourd'hui des modèles pour l'école hors contrat. Je pense à Montessori. Je pense que nous sommes tous capables d'inventer collectivement une école maternelle du XXIe siècle qui soit particulièrement révolutionnaire, ancrée sur les sciences cognitives, sur les sciences de l'éducation, sur tout ce que les chercheurs ont mis en regard et qui est finalement peut-être l'école la plus intellectuelle aujourd'hui, l'école maternelle, celle où on a besoin de praticiens réflexifs, on a besoin de la recherche, où on a besoin d'aller-retour permanent comme on essaye de le faire avec le CIFODEM. N'oublions pas non plus, et c'est les circonstances qui me le font dire, que la confiance, la bienveillance sont également tout à fait essentielles. Vous le savez, cette semaine, c'est une semaine de lutte, de promotion de la lutte contre le harcèlement. C'est vrai qu'on peut aussi s'inquiéter d'une certaine férocité des individus les uns avec les autres et s'étonner qu'à l'école, déjà, ces ferments de la férocité se parviennent. Je pense que c'est aussi le fait, la responsabilité des adultes, des professeurs, des parents, que de lutter contre toutes ces dérives totalitaires qu'Internet peut engendrer. Les enfants sont fascinés, bien entendu, par les écrans, par les réseaux, et c'est à nous de leur donner un certain nombre de repères et d'éviter l'effondrement intellectuel, moral, émotionnel et spirituel
qui engendrerait une civilisation dont nous ne voulons pas. Les savoirs, les connaissances, la dimension affective, la dimension émotionnelle, tout cela, c'est maintenant notre rôle dans une éducation, si on veut être à la hauteur des grands défis qui sont ceux que nous relevons. Défi, c'est précisément la défense contre les inégalités du CIFODEM, avec des objectifs que je soutiens particulièrement dans l'Académie de Paris, et j'espère que nous ferons école pour que les enfants eh bien, possèdent les bases qui leur permettront ensuite de s'émanciper. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je sais que tous les travaux que vous menez, les chercheurs, tous les travaux de ces controverses nourrissent au quotidien le fonctionnement de l'institution, et j'ai à cœur, comme recteur, d'assurer le passage entre la recherche et la classe. Il me semble que c'est tout à fait essentiel pour que le métier de professeur ait aussi plus de sens, et je crois qu'on en a besoin pour attirer de plus en plus de professeurs, et je pense que la recherche a aussi besoin des professeurs du terrain, non pas comme terrain d'expérimentation, mais comme terrain commun pour progresser et pour faire progresser nos élèves. Alors, je sais que le chemin est rude, mais nous avons tous le plus petit dénominateur commun qui est l'amour de l'humanisme qui nous réunit, qui réunit l'ensemble des éducateurs. L'école, plus que jamais, elle doit rester non pas un sanctuaire, je n'aime pas trop ce mot, en tout cas pas le sanctuaire des connaissances, mais en tout cas la préservation de l'esprit critique qui fait notre civilisation et qui fait que l'on peut avoir ces controverses. Merci beaucoup.